missing the point of the criticism. I was blinded by diamonds and loot. I apologize to all you guys. Y'all were right, I was out my mind. I went too far, I did too much. The haters were right when they said I suck. I did my best, it did nothing for me. I gave my guts and got lost in glory. I'm standing here while you sit before me. There's nothing left but to say I'm sorry. Bonjour à tous. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que c'était à l'occasion des meurtres de la préfecture, de l'attentat au couteau, finalement pas en céramique si j'ai bien compris, de la préfecture. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, a priori, le type est rentré avec des couteaux classiques, des couteaux en ferraille. Ouais, le genre de couteau qu'on est censé détecter au détecteur de métaux. Et tout va bien. Donc la dernière fois que je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça en fait, voilà. Et on n'en parle plus beaucoup parce qu'un nouveau psychodrame est venu donc éclipser tout un tas d'affaires qui peuvent être susceptibles de bien embêter le gouvernement. Castaner a toujours pas démissionné malgré ça, parce que je crois que Édouard Philippe a dit qu'il endossait la responsabilité de ce manquement, de cette faille dans ce qui aurait dû permettre de détecter la radicalisation de ce Michael Harpon. Mais bon, prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire démissionner. En fait, prendre ses responsabilités, c'est prononcer la phrase. Voilà, ça se résume à ça. C'est tout le quinquennat Macron qui est comme ça. En fait, les gens, ils sont là pour parler. Alors bon, bien sûr, il y a des fois où ils agissent. Quand il s'agit de crever des yeux de gilets jaunes ou récemment de soldats du feu, là, il y a du monde. Et alors là, on n'a pas que de la bouche dans ces cas-là. Là, on y va franco. On donne des ordres incroyables. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu passer ces images d'une manifestation de policiers en colère, parce que ils étaient en colère la semaine d'avant et ils ont manifesté et peut-être que c'est les mêmes qui ont été cassés du pompier à coup de flashball dans l'œil, pour l'un d'entre eux qui a perdu son œil. Et à l'occasion de cette manifestation, je ne sais pas si vous avez vu passer les images, il y avait des gilets jaunes qui étaient allés un peu se rappeler au bon souvenir des policiers en disant vous voyez, vous avez des raisons de manifester, nous aussi quoi, en gros. Et je ne sais pas ce qui s'est dit, peut-être que les gilets jaunes ont été insultants envers les policiers, mais l'un d'entre eux les a regardés avec un air narquois, en posant une main sur son œil. En gros, en tournant en dérision l'énucléation des nombreux gilets jaunes qui ont perdu un œil. Alors si ça veut pas dire, quand on voit un policier faire ce genre de choses, si ça veut pas dire qu'au moins lui, il voit dans la crevaison d'yeux de citoyens français quelque chose de normal, quelque chose en plus de risible et dont il peut se targuer, écoutez, je comprends pas quoi. Normalement, ce type-là devrait être repéré par sa hiérarchie et devrait être viré manu militari de la police, parce que l'image de la police est extrêmement dégradée avec le quinquennat Macron, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Des gens qui ont pourtant de la compassion pour les policiers qui se suicident, etc., ont plus envie d'en faire part à qui que ce soit, parce que il s'est vraiment passé des choses terribles. Et ce type-là a réussi à entacher encore plus l'image de la police, c'est terrible. Et donc, comme je vous disais, un nouveau psychodrame, l'affaire Odoul versus... je ne sais plus comment elle s'appelle, Fatima donc la femme voilée du conseil, je ne sais plus ce que c'était, du conseil régional de je ne sais plus où. Ce psychodrame a éclipsé également donc l'affaire de Rouen. Il y a des pompiers aussi qui ont reçu leurs analyses sanguines. Visiblement, elles sont anormales et inquiétantes. Ils vont refaire des analyses dans 1 mois et puis dans 3 mois, etc.
Mais paraît-il, les fumées n'étaient pas toxiques, hein, comme avait dit je ne sais plus quel journal, hein, Gorafisation du Monde et de la presse en premier. Un nuage toxique mais pas trop traverse Rouen, quoi. Bah voilà, toxique n'est pas trop, ça n'empêche que les pompiers qui ont été faire le job pour éteindre cette merde, eh ben, se retrouvent avec des analyses sanguines inquiétantes et peut-être que certains ont écourté leur espérance de vie d'une façon considérable en se battant contre le feu, quoi. Et ça, donc, c'est éclipsé par cette affaire de voile qui s'inscrit dans la droite ligne de Zemmour, etc. Il faudra qu'on en parle. Mais je sais pas quoi. Il y a vraiment un problème. Alors déjà, je pense que ça vaut pas le coup d'en parler comme ça depuis. Maintenant, ça fait combien? Une semaine qu'on va parler de cette histoire-là, parce qu'un enfant a pleuré, parce qu'elle a été prise, sa maman a été prise à partie par un député Rassemblement National, ou un député, ou je sais pas quoi, un conseiller régional, peu importe. On va vraiment continuer à parler de ça en permanence. Je veux dire, c'est un enfant qui pleure. Je veux dire, scoop, un enfant a pleuré en France, quoi. Il y a plein d'enfants qui pleurent en France et parfois pour des choses qui sont quand même plus graves. Je veux dire, il paraît qu'il y a 5 ou 6 orphelins quand même suite à l'affaire de la préfecture de Paris. Je pense à un moment ou à un autre qu'il faut arrêter de donner, je suis désolé, hein, quoi qu'on pense du voile en l'occurrence, il faut arrêter de donner du crédit à ce qu'on pourrait appeler bon, sans mauvais jeu de mots avec terrorisme, du terrorisme intellectuel lacrymal, en fait. Vous voyez, cette manipulation par la bombe lacrymale, je trouve que c'est vraiment devenu insupportable. C'est une infantilisation du débat. Ouais, les gens pleurent, bah voilà, il n'est plus question de débat. Vous voyez, quelqu'un a pleuré, donc que tout le monde arrête de réfléchir. Ça se fait de plus en plus, hein, je veux dire, Greta Thunberg, how dare you? C'était aussi une bombe lacrymale, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, je veux faire avancer ma cause, rien ne la fera mieux avancer que les larmes. Il y a dernièrement une mongole patentée dont je parle de temps en temps, une congresswoman américaine qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez, qui est venue également défendre son Green New Deal. Donc le Green New Deal, vous savez certainement ce que c'est, hein, c'est un plan d'une frange radicale des démocrates américains pour sauver la planète, parce que en fait on avait dit que c'était dans 12 ans que c'était la fin du monde, mais finalement c'est dans 18 mois qu'il faut agir, parce que sinon c'est foutu et on va tous mourir dans 10 ans. Ouais, un peu comme on nous avait déjà dit que Belleville serait sous les flots en l'an 2000, et patatras, elle est toujours là, et elle a décidé de faire également parler la bombe lacrymale, et donc elle a à moitié pleuré sur scène, parce que c'est comme ça maintenant que de plus en plus on va débattre, en fait. On va pleurer, quelqu'un a pleuré, et c'est fini. Alors je ne dis pas bien sûr que le petit est dans cette optique-là. Il a certainement pleuré très, très sincèrement, aussi peut-être à cause du bordel qui s'est mis. Ils ont failli se battre à la fin. C'est sûr que le petit, il a certainement pleuré sincèrement. Mais les médias devraient arrêter de braquer les gens avec ce genre d'image en leur demandant d'arrêter de réfléchir ou d'avoir un avis sous prétexte qu'un enfant a pleuré. Je sais pas quoi. C'est vraiment l'ultima ratio qui normalement devrait fonctionner que sur les gens idiots, quoi. Je suis désolé, même si t'as bon cœur, un enfant qui pleure, ça fait jamais plaisir à voir. Ça n'empêche que le débat, il reste ouvert. Le débat reste ouvert. Alors, quoi ? On va parler de ça. À côté de ça, donc comme je l'ai dit, on ne parle pas des autres sujets. Le hasard fait bien les choses pour Emmanuel Macron et sa clique, à moins bien sûr que les médias ne fassent bien les choses, hein, comme ils ont leur propre agenda, leur propre opinion, peut-être aussi leurs consignes pour créer des écrans de fumée tels que celui-ci, c'est peut-être pas fait par hasard. C'est-à-dire que l'affaire s'est produite d'une façon naturelle, hein, non montée, mais en tout cas la couverture médiatique de cette
non-événement, quoi, de ce non-événement me semble absolument démentiel. Mais ce que je voulais dire, c'est il y a beaucoup d'hypocrisie de la part des défenseurs de cette jeune femme. Parce que relayer, voilà, tout à trac, on a détruit sa vie, etc. Et voir 80 personnalités qui se la ramènent pour faire comment on appelle ça, une tribune en faveur de cette femme et pour condamner l'islamophobie, etc. Je vais dire, la plupart d'entre vous, les gars, enfin, il y a Omar Sy, quoi. Omar Sy, un exilé fiscal notoire. Il s'est barré à Los Angeles, je crois, si je dis pas de bêtises. Preuve d'ailleurs d'un manque de goût terrible hein, quand on sait ce qu'est devenu la Californie. Mais je veux dire, ferme ta bouche, quoi. Tu vis pas dans ce pays, ok. Tu serais dans ce pays, tu peux avoir un avis, mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, les exilés fiscaux, les expatriés de longue date, etc. Moi, je serais pour qu'ils arrêtent d'avoir le droit de vote jusqu'à ce qu'ils reviennent ou jusqu'à ce qu'ils payent leurs impôts en France. Pourquoi est-ce qu'on doit pouvoir décider de la politique ou des modes de vie d'un pays dans lequel on ne vit pas? Je sais pas, ça me dépasse, quoi. Franchement, ça me dépasse. Mais vraiment, ces gens me dégoûtent, en fait. Ces gens me dégoûtent. Vous n'êtes pas voilés, vous, en fait. Hein. Vous n'êtes pas voilés. Hein. Ni les hommes, ni les femmes. D'accord ? Ni les hommes, ni les femmes. Ouais, Comrade, c'est débile ce que tu dis. Les hommes, ils se voilent pas. Oui, justement, c'est le point que j'ai. Parce qu'on pourrait dire, oui, vivre et laisser vivre, nanana. Si tu veux pas te voiler, tu te voiles pas. Si tu veux te voiler, tu te voiles. C'est la liberté au pays des droits de l'homme, etc. Ok, ben, je veux bien. Mais si vous voulez, ça, c'est quand quelqu'un qui défend le port du voile pour soi argue de la liberté de choix qui a cours en France, très bien, argument valable, mais quelque part c'est utiliser une liberté de choix pour faire un choix dans un pays qui autorise ce choix, alors que ce choix est une obligation dans les pays d'où est originaire cette tradition. C'est une tradition, hein, et où la liberté de choix sur place n'existe pas. C'est-à-dire que en Iran, en ce moment, on l'a dit, des femmes sont condamnées parce qu'elles veulent enlever le voile. Parce que c'est justement là le problème, en fait. Pour dire, oui, mais qu'est-ce que vous en foutez si vous voulez vous balader en string, etc. Ben oui, mais justement non. Hein. Si la femme avait été en string au conseil régional, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui aurait gueulé aussi, d'accord ? De toute évidence. Mais encore, j'ai envie de dire, ouais, on va me faire l'argument avec, oui, mais la mini-jupe, si t'as envie de mettre une mini-jupe, tu mets une mini-jupe. Ouais, d'accord. Sauf que la mini-jupe, a fortiori, en Iran, on n'a pas le droit de la mettre. D'accord ? Alors oui, qu'est-ce que ça peut foutre, etc. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a des choses plus importantes que ça, mais ça reste un marqueur idéologique, d'accord ? C'est pas du tout une obligation. Pour moi, dans le Coran, je crois que c'est ramener sur vous vos grands voiles. Je pense que c'est pas clairement un précis de mode en matière de niqab ou quoi que ce soit, c'est sujet à l'interprétation, d'où le fait que de nombreuses musulmanes ne se voilent pas. Okay, donc je pense qu'on peut vivre sans se voiler, c'est tout à fait possible. Mais des gens font ce choix, d'accord ? On dit oui, mais qu'est-ce que ça peut foutre ? C'est comme le burkini, tu veux mettre un burkini, tu mets un burkini, tu veux mettre un voile, tu veux mettre un voile. À côté de ça, ça t'empêche pas, ta femme ou ta sœur ou toi, si t'es une bonne femme, de te mettre en bikini ou de t'habiller en mini-jupe ou même normalement, s'habiller en mini-jupe c'est normalement, mais ou même classique à l'européenne avec les cheveux au vent. Oui, c'est d'accord, je le vois ça. Néanmoins, dans tous les pays où le voile, enfin sauf ceux où ça a été imposé brutalement, comme en Iran avec quand Khomeini, l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir, ça s'est imposé quasiment d'un seul coup. Maintenant, les gens qui ont vécu dans les pays où il y a des voiles maintenant, ils se sont rendus compte qu'au début il y avait un voile.
Et puis, petit à petit, des endroits se sont mis à être majoritairement des endroits où on se voile. Tant et si bien que cette histoire de tu fais ce que tu veux, au bout d'un moment, sous la pression du nombre, devient une obligation de fait. Je veux dire, dans mon village, il y a une femme voilée, d'accord ? Il y a plusieurs familles musulmanes, mais il n'y a qu'une seule femme qui est voilée. Forcément, ça oblige personne à se voiler derrière, ok ? Néanmoins, il faut quand même voir les arguments des gens qui défendent le voile. Les filles qui portent le voile disent « bon, c'est mon choix, d'accord, c'est ton choix, je suis d'accord, pas de problème. Techniquement, oui, en France, tu as le choix. Mais on profite d'être en France pour avoir le choix de te voiler, parce qu'encore une fois, il y a des pays dont le voile est originaire, dont l'idéologie du voile est originaire, où tu n'aurais pas ce choix. C'est-à-dire que le résultat serait le même, tu serais voilé, ok, mais tu n'aurais pas le choix et tu serais passible de sanctions et en plus de l'opprobre public si tu ne le portais pas. Très bien, on dit c'est mon choix parce que c'est ma pudeur, je suis une fille pudique, modeste, comme on dit en anglais, j'ai le droit d'être pudique, d'accord. Mais donc techniquement, ça met quand même, c'est reconnaître à ce voile une vertu qui est censément celle d'être la marque des personnes pudiques, d'accord. Et donc, il y a une implicite dans cette définition et dans cette justification du voile, c'est qu'on met un voile sur ses cheveux parce que l'on est pudique, et que donc, l'implicite est celle-ci, quelqu'un qui ne met pas de voile sur ses cheveux est une personne impudique. Donc il y a un jugement moral implicite dans le fait de porter un voile. Qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou non, ça implique quand même qu'une personne qui porte un voile est plus pudique et donc plus décente qu'une personne qui n'en porte pas. Ce qui porte, ça porte en soi-même, ça porte en soi finalement le fait que la globalisation du voile va mettre une charge, une pression morale sur les personnes non voilées, sur les femmes non voilées, reprécisons-le, à finalement en porter un. Parce que cette histoire de « oui, mais attends, t'es sur la plage, qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es toujours libre d'être en bikini, même s'il y a une femme en burkini. » C'est vrai. Simplement, si tu es sur la plage et qu'il y a 70 personnes sur ta petite plage, admettons c'est une petite plage, façon crique en Corse ou quoi que ce soit, façon crique en Corse, parce que avant que ça se produise en Corse, il va se passer du temps. Mais oui, effectivement, tu es sur cette petite plage, vous êtes 69 en bikini, plus une femme en burkini, ouais, rien ne vous oblige. Maintenant, quand l'équation est inverse, vous avez 69 femmes en burkini et une femme en bikini, sachant que ces 69 femmes en burkini couvertes parce qu'elles sont pudiques et parce qu'elles cherchent à être habillées d'une façon décente, eh bien cette femme-là en bikini, elle va avoir deux options. Rester, sachant qu'elle a autour d'elle 69 personnes qui la jugent fatalement indécente, tous les yeux vont se braquer sur cette femme-là, qui fera exception, d'accord ? Ou alors se barrer et chercher une autre plage, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il en va de même pour le voile, en fait. Il en va de même pour le voile. C'est-à-dire que oui, dans mon village, dans mon quartier, une personne avec un voile n'empêche pas les autres de ne pas se voiler. Par contre, quand vous allez dans un quartier qui est majoritairement musulman, je pense qu'il y a forcément une pression morale, psychologique, qui va s'exercer au fur et à mesure que de nombreuses personnes seront voilées. C'est-à-dire que si à la fin tout le monde est voilé, je pense qu'il y aura des femmes, putain, il faut que j'arrête de dire ça, il y aura des femmes qui seront voilées parce qu'elles auront fini par se sentir mal, isolées et impudiques à force de voir des gens porter le voile parce que c'est pudique et parce que c'est la nouvelle façon de vivre le code vestimentaire. C'est logique.
Et donc, j'arrête pas depuis tout à l'heure de dire des gens qui se voilent. Des gens qui se voilent. Et voilà pourquoi, au fond, moi, j'ai toujours un problème avec le voile, si vous voulez. C'est que, qu'on le prenne d'une façon ou d'une autre, à chaque fois que j'en ai discuté avec des amis musulmans qui ont défendu le principe, ils me disaient oui, mais si une femme, voilà, comme je l'ai déjà dit, a envie d'être pudique, elle a bien le droit. Je dis oui, mais quelque part, ce que tu es en train de me dire, c'est que ma femme, à moi, est impudique. Or, ma femme est pudique. Ma femme est pudique. Et ça, je prends un peu comme une insulte, même si l'argument vient d'amis et que c'est des gens tout à fait respectables, qui respectent mon épouse, mais dans l'argument même, il y a ce que je peux ressentir comme une insulte envers les femmes qui s'habillent à l'occidental, parce que nous sommes en France, il faut le rappeler, et il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut porter le voile, même si la formulation n'est pas forcément la bonne, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut le porter, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où on est obligé de le porter. Mais l'idée c'est, oui mais écoute, c'est parce que la femme, elle préserve ses atours de la concupiscence des hommes. J'ai envie de dire, oui mais bon, là on est en train de parler de cheveux, quoi. Si vous voulez, à un moment ou à un autre, peut-être que quand... Enfin, on n'est pas censé être excité par des cheveux. Enfin, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Que vous soyez excité par les fesses des femmes, un décolleté, de longues jambes, je ne sais pas, une jupe un peu courte, j'arrive à comprendre. Mais là, on parle de cheveux. On parle de cheveux. Je ne sais pas, quoi. Moi, perso, le jour où je commence à m'exciter à cause de cheveux, je pense que je vais aller consulter et me faire prescrire du bromure. C'est quand même... Mais profondément, il y a une chose qui va pas, c'est que je vois des féministes prendre la défense par principe du voile. Et vous oubliez quand même une chose, c'est qu'il n'y a pas de musulmans voilés. Il n'y a pas de musulmans voilés. C'est-à-dire que sur une plage, moi je suis désolé, je suis quand même choqué. Je suis choqué de voir un homme torse nu en caleçon avec sa femme qui n'a que le visage exposé et qui, quelque part, ne peut pas bronzer, ne peut pas profiter de la caresse du soleil, etc. Je me dis, mais attends, c'est pour préserver le corps des femmes de la concupiscence des hommes. Et les femmes aussi, elles peuvent être concupiscentes, en fait. La femme est aussi une créature sexuelle. Je veux dire, il y a des tas de femmes, elles voient passer un bel homme torse nu, bien musclé, etc. Des idées peuvent leur venir. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été une femme, hein, mais je veux dire, j'en suis convaincu de ça. Et pourquoi est-ce qu'à un moment ou à un autre, les hommes ne devraient pas eux aussi préserver leur corps, la vision de leur corps, de la concupiscence des femmes? Je sais pas, les féministes, il n'y a pas un truc qui vous chagrine là-dedans? Vous êtes vraiment convaincus qu'aucune femme voilée n'est obligée d'être voilée? Est-ce que vous en êtes vraiment convaincus? Je parle pas en niant, hein, parce que, je veux dire, ce serait quand même faire insulte à l'intelligence des gens de poser la question. Je parle pas au Pakistan, je parle pas dans ce genre de bled, d'accord, hein? Alors on va dire, hey, Conrad, tu t'es retourné, hein, avant tu défendais... Non, l'Iran. Non, attendez, moi je défends le droit à l'Iran à pas se faire attaquer par les États-Unis militairement, comme il en était question à une époque, ok? Voilà, ça n'a pas changé. Maintenant, je le dis et je le redis, hein, un pays comme l'Iran, c'est l'un des derniers endroits où j'irai sur Terre. Mais attendez, l'Arabie Saoudite, c'est pareil. Hein. L'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, etc. Hein, malgré qu'ils nous font des grandes leçons de transophobie, de misogynie, etc. C'est quand même le Qatar. Tu vois, le putain de Qatar, incroyable. Mais les féministes, là, cette histoire de transsectionnalisme, etc., j'ai encore vu des transsexuels contre la transophobie et l'islamophobie. Mais les gars, quoi, sérieux, vous arrêtez les conneries à un moment. Vous arrêtez les conneries.
Pensez vraiment, attendez, vous pensez vraiment, vous êtes les premiers à dire que les cathos sont transphobes, homophobes, etc. Mais vous pensez vraiment qu'il y a des leçons de tolérance envers les homosexuels dans le Coran? Hein? Je sais bien que Dieu a vitrifié Sodome et Gomorrhe dans le Premier Testament. Je suis convaincu qu'il doit y avoir des choses homophobes dans la Bible. Ouais, certainement. Je n'ai pas réussi à lire la Bible. J'essaye de lire le Coran aussi. Putain, la vache, quoi. C'est vraiment... Franchement, c'est pas facile. Je vous jure, c'est pas facile. Après, il y a ceux qui aiment ça, ils le lisent comme on lit je sais pas, ils sont absorbés, certainement. Moi, je vous dis que c'est très difficile, et la Bible aussi. Vache, quoi. C'est répétitif en diable, mais donc je disais, je n'ai pas été si loin dans la Bible, je suis convaincu qu'il y a peut-être des choses que les homosexuels peuvent trouver homophobes. Mais je veux dire, putain, les trans, les homos, faut se réveiller un petit peu. Il faut quand même se réveiller un petit peu, d'accord ? Faut voir... Il faut se poser la question si vraiment, le Coran est un livre gay-friendly. Je suis pas sûr. Poser la question à des musulmans. Je crois pas que le concept de gay pride dans une théocratie islamiste, ce soit un concept très viable. Vraiment, je crois pas. Mais, je sais pas, les féministes, quoi, sérieux. Vous êtes en train de défendre le droit à une femme de porter sur la tête quelque chose qui a pour vocation de ne s'appliquer qu'aux femmes. Il n'y a pas un truc qui va pas dans votre raisonnement. On dit oui, mais comment, écoute, c'est une minorité, laisse les gens faire comme ils veulent. Mais moi je veux bien, mais justement c'est là où on pourrait parler de Zemmour, on pourrait parler de ces théories du grand remplacement dont il est en vogue de dire dans les médias français que c'est absurde, etc., que ça ne peut pas. Mais enfin, n'importe quoi, où sont vos chiffres, Je veux dire, quand on parle de l'immigration, et que des gens nous disent, oui mais attendez, l'immigration c'est important, il en faut parce que, regardez notre système de retraite, la démographie allemande, la démographie française, on fait pas assez d'enfants, blablabla. Donc il faut de l'immigration. Attendez. Si on fait pas assez d'enfants et qu'il faut de l'immigration pour pallier à la démographie, implicitement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la personne qui dit ça admet que cette immigration fait plus d'enfants que la population locale. Et d'ailleurs, l'observation d'une carte des démographies mondiales prouve une démographie beaucoup plus importante dans les pays africains. D'accord ? Je crois que c'est au Nigeria qu'on est sur la base de 8 enfants ou de 9 enfants par femme. Hein. D'accord ? La population africaine va doubler, je crois, d'ici 2080 ou 2050, je ne sais plus. Donc il y a un vrai différentiel de démographie entre les populations locales sur place et les populations locales dans les pays d'accueil de l'immigration. Donc techniquement, quand on entend en plus des gens nous dire « oui mais c'est très très bien parce que sans ça on s'en sort pas et il faut pallier à ce manque de démographie », ça veut bien dire que on a affaire à une immigration qui culturellement a une démographie supérieure à la population locale. Donc, si nous avons des gens en France qui font, je sais pas, 1,8 ou 2 enfants par femme ou 1 enfant par femme, par couple, et qu'on a des gens qui sur place, culturellement, ont de très grandes familles, qui font 5 enfants ou 6 enfants, techniquement, je veux dire que selon les ratios, les différentiels entre ces couples à démographie basse, ces populations à démographie basse et cette part de la population à démographie élevée, que ce soit à moyen, à long ou à court terme, quelque part ça se discute pas.
quelque part, ils ne discutent pas. Vous mettez je veux dire, même dans l'absolu, vous prenez un endroit où vous avez 9 couples qui font 2 enfants par femme et un couple qui en fait 8. Je veux dire, si les gamins gardent cette habitude de faire 8 enfants, mathématiquement, vous aurez plus de gens de cette famille au bout de quelques générations que de gens de toutes les autres familles réunies. C'est logique, je veux dire. C'est même pas... Il n'y a même pas à en discuter, au fond. Il n'y a même pas à en discuter, c'est une théorie absurde, farfelue. Mais au lieu de réclamer que Zemmour soit bâillonné, comme la société des journalistes de je sais plus quoi, du Figaro ou du Monde, j'en sais rien, je m'en fous, je veux dire, porter la contradiction à Zemmour et expliquez-lui comment des populations qui culturellement font 2 fois plus d'enfants que les populations locales, comment ces populations-là, dans l'absolu, quel que soit le délai au sein duquel on peut observer le résultat, eh bien que non, à aucun moment, elles ne seront majoritaires. Pourquoi je parle de ça? Pour en revenir à cette histoire de voile. C'est que ces populations-là, qui font plus d'enfants, sont majoritairement des populations de culture musulmane. D'accord? Et donc, en toute logique, si le raisonnement qui veut que des populations qui se reproduisent, plus d'enfants, sont vouées mathématiquement à supplanter en nombre les populations qui en font moins, si ces populations-là ont cette culture du voile, ça veut dire qu'il y aura une majorité de gens qui porteront le voile. Je ne dis pas dans 20 ans, je ne dis pas dans 10 ans, je ne donne pas de chiffres, peut-être que ce sera dans 200 ans, je ne sais pas. Ce genre de chiffres. Les quotas, les comptabilisations ethniques, etc., est interdite en France. Donc, effectivement, c'est assez facile de dire qu'il fait ni chaud ni froid quand on a pété le thermomètre, c'est certain, ou quand on n'en a pas acheté. Ah ben non, il fait pas chaud, ah ben non, il n'a pas de fièvre, j'ai pas de thermomètre. Donc, effectivement, c'est facile pour les journalistes de dire « Ouais, quelles sont vos sources ?» Ah oui, mais tu sais très bien que les sources, on ne peut pas les avoir. Mais là, il s'agit d'un raisonnement rationnel. Et je peux comprendre que des gens ne souhaitent pas, voient d'un très mauvais œil l'apparition des voiles qui concernent uniquement les femmes. Puis c'est tellement antiféministe comme... Je suis navré, on peut pas me dire que qu'on peut être féministe et voilé quelque part. Parce que ça veut dire qu'on a intériorisé le fait qu'un devoir de pudeur et de modestie incombe uniquement aux femmes. Je veux dire, vous imaginez hein, si c'était des cathos tradis qui faisaient ça? Je veux dire, on les entendrait dire que c'est arriéré, réactionnaire, etc., patriarcal. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas dans certaines familles un patriarche qui impose le port du voile à leurs filles ou à leurs femmes? J'avais vu des photos d'une petite, putain, c'était vraiment dur à regarder. Une petite fille, alors là, je sais pas, c'était d'Afrique noire, hein, des gens originaires d'Afrique noire, ou carrément d'Afrique noire, une petite fille qui avait une tétine en bouche et qui avait ce voile, pas celui où on voit que les yeux, hein, qui avait ce voile qui couvre l'intégralité des cheveux jusqu'à la racine sur le front et qui s'arrête ici au menton là. Une petite fille avec une tétine. Je veux dire, à quel moment une petite fille avec une tétine, elle doit être modeste et préserver son corps de la concupiscence des hommes? Moi, je suis désolé, un homme dont les cheveux d'une petite fille, ou même les jambes d'une petite fille, ou même les gamines s'assoient, quand elles sont toutes petites, elles s'assoient toujours n'importe comment. Là, je veux dire, c'est très fréquent qu'une petite fille s'assoie ou se penche et qu'on voit sa culotte de petite fille, quoi. Je veux dire, la vue de ça, je veux dire, le type qui est émoustillé et dont cela éveille la concupiscence, mais c'est un type, il faut l'abattre. Il faut lui mettre une balle dans la tête, sérieux. C'est horrible de voir ça. Et vous allez me dire que cette petite fille, elle a fait un choix. Elle a fait un choix qui relève de la foi. Mais les enfants n'ont pas la foi. Les enfants n'ont pas la foi. Les enfants font ce que leurs parents leur disent. Mais ouais, je peux comprendre que des gens se disent « Non, moi j'ai pas envie que
ma fille ou mon arrière-petite-fille, ou que nous, maintenant, tout de suite, on finisse avec les femmes de la famille voilées parce que on aurait déménagé dans un quartier où tout le monde est voilé. Je veux dire, il faut quand même pas, sans mauvais jeu de mots, se voiler la face là-dessus. C'est une des données du problème, la pression sociale. Et la pression sociale, elle repose sur le nombre. Alors oui, c'est sûr, Omar Sy, sa femme, à Los Angeles, ouais, elle est pas voilée. D'accord ? Elle n'est pas voilée, ok. Mais en même temps, elle vit pas à Trappes. Elle vit pas à Trappes. Et les belles âmes, etc., qui condamnent Odoul en disant oui, mais non, c'est la liberté, etc. Je pense qu'ils vivent pas non plus. Excusez-moi, hein, si vous habitez à Trappes et que pour vous, non, il n'y a pas beaucoup de voiles à Trappes. Il y a des coins de France, des quartiers où il y a énormément de voiles, et quasiment, peut-être même la majorité. D'accord ? On va arrêter de jouer au con. Vous savez très bien quand même que les banlieues sont majoritairement musulmanes. Je veux dire, je crois que j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Je veux dire, là, il n'y a pas le scoop de l'année. Il n'y a pas de quoi sauter hors de son slip et retomber dedans après un saut périlleux. C'est pas scandaleux. C'est pas inouï ce que je suis en train de dire. Et même sur les musulmans, la pression se fait. Il y a des gens musulmans qui ne veulent pas porter le voile et qui finissent eux aussi par subir la pression des gens qui veulent le porter. Parce que, le voile est considéré et décrit par les salafistes comme une façon pure d'exercer l'islam, d'aller vraiment dans ce que eux considèrent comme la façon la plus pure, la plus radicale d'exercer l'islam. Donc forcément, ces gens-là ont un levier moral sur les gens qui sont, entre guillemets, selon eux, moins musulmans qu'eux. Je veux dire, Daesh, ils sont allés faire chier. Je ne suis pas en train de faire un parallèle entre les gens qui portent le voile et Daesh, mais en tout cas, de facto, Daesh, c'est des gens qui sont allés dans un pays musulman, où les gens étaient musulmans comme ils voulaient, donc sans voile majoritairement en Syrie, ok, et ils leur ont imposé de se conduire comme eux, qui sont des meilleurs musulmans qu'eux, d'accord ? Et je pense que, vu qu'on ne fait pas nécessairement le nécessaire, c'était moche ça comme phrase, le nécessaire pour empêcher les gens les plus extrémistes de prêcher et de poser une pression morale, religieuse sur des gens qu'ils estiment être moins musulmans qu'eux et pas encore assez musulmans, pas encore musulmans aussi bien qu'il le faut, eh bien, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de musulmans qui vont finir par soit se laisser convaincre, soit de guerre lasse, par abdiquer et par faire porter à leurs femmes, par porter pour les femmes elles-mêmes qu'ils feraient de leur propre chef, pour éviter d'être vues comme une mauvaise musulmane. Je veux dire, ça me semble inévitable. Ça me semble inévitable. Et je suis désolé, mais pour ceux qui disaient oui, mais bon, qu'est-ce que tu t'en fous, machin, ta femme, elle n'est pas obligée. Oui, elle n'est pas obligée pour l'instant. Elle n'est pas obligée pour l'instant. Mais si les modérés de l'islam sont sous l'influence de ceux qui emmerdent les autres en fait, de ceux qui leur font la morale et les font culpabiliser de ne pas être assez musulmans à leur goût, et si effectivement les démographiques basiques reposant sur les taux de reproduction culturellement inscrits dans la tradition, même si on me dit oui, mais le taux d'enfants baisse, effectivement, une Nigériane de deuxième génération, elle fera peut-être pas, française nigériane de deuxième génération, elle fera peut-être pas 8 enfants,
Peut-être qu'elle va dire, attends, moi je fais pas autant d'enfants que ma mère, mais peut-être qu'elle en fera quand même 4 ou 6. Voilà. Moi je suis désolé, mais tous les musulmans que je connais, enfin quasiment tous les musulmans que je connais ont plus d'enfants que moi. Je pense que c'est culturel. Quand vous avez eu une famille avec beaucoup de frères et sœurs, eh bien, on reproduit les modèles familiaux. Moi, j'ai eu une sœur, on était 2 enfants à la maison. Et ben, tada, comme par hasard, j'ai 2 enfants. Ma femme aussi, quoi. Enfin, ils sont 3 parce qu'il y a des jumelles. Mais ça a tendance à être comme ça, quoi. Ça a tendance à être comme ça. Moi, quand j'étais gamin, j'habitais dans le 13e arrondissement, bah, mes copains musulmans, ils avaient plus de frères et sœurs que moi. Quand il y avait une galère, ils disaient ouais, attends, je vais revenir avec mes frères. Ah, moi, je pouvais revenir avec ma sœur. Vous voyez ? Parce que voilà, des fratries de 5-6 en France, ça se perd de plus en plus. D'autant plus qu'en plus, vous avez les écolos starbés qui décident de ne pas faire d'enfants pour sauver la planète, tout ça, mon cul, et ce genre de conneries. Les tarés de féministes ou de je sais pas quoisistes qui vont carrément se faire stériliser maintenant. Stériliser, vous vous rendez compte ? Ça allait se faire stériliser comme des chiens, quoi, comme des clébards pour pas faire d'enfants. Mais putain de merde, mais oh, on n'est pas au Botswana, espèce de taré. Je vais pas prendre la pilule, c'est pas bon pour mon équilibre chimique, etc. Je sais pas quoi. Ouais, c'est peut-être possible, j'en sais rien. Eh ben, prends pas la pilule alors dans ces cas-là, stérilisé. C'est quand même pas si compliqué la vie. Après, je m'en fous, au fond, moi. Quelqu'un qui est assez taré pour aller se faire stériliser, j'ai tendance à considérer ça comme une sorte de darwinisme, au fond. C'est de la sélection naturelle. Franchement, t'es trop con pour que ça vaille le coup que tu te reproduises, quoi. C'est vraiment pas la peine. Il faut effectivement les fonds génétiques comme ça. Je trouve que quelque part dans leur connerie, ils font quelque chose de relativement intelligent. Mais non, je sais pas quoi ça. C'est des choses dont il faut discuter intelligemment en fait, et pas mettre un couvercle sur le débat, sous le débat, pas mettre ça sous le boisseau au motif qu'un enfant a pleuré, quoi. Parce que dans ces cas-là, ok, ben on va faire comme ça alors. Vous voyez, moi je pense que, enfin je m'en rappelle, la première fois que j'ai vu des femmes avec un voile à la mode de l'Arabie Saoudite, là vous savez où il y avait juste la fente pour les yeux, avec même en plus, je crois, un petit voile dessus pour qu'on les voit un peu moins. J'étais à Disneyland. J'étais à Disneyland et on était en Floride. Je vous assure que je n'ai pas compris. J'étais impressionné. J'étais impressionné. Ils étaient 3. Mon père m'a expliqué ensuite ce que c'était. Mais moi, j'étais petit. Je devais avoir, je sais pas, moi... J'étais petit. Je sais pas, j'avais 9 ans ou un truc comme ça. Et j'étais impressionné. Je pense que si j'avais été plus petit, j'aurais peut-être eu peur et j'aurais peut-être pleuré aussi. D'accord ? Je veux dire, des enfants qui pleurent, bah... Oui, c'est toujours malheureux parce que cet enfant, il y est pour rien. Sa maman, d'ailleurs, avait un curieux sourire quand tout ça s'est déclenché. Je suis désolé, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très louche. Moi, je me demande si c'est pas une psy-op, comme on peut dire, une opération psychologique, et si ça s'inscrit pas dans un projet très précis, quoi. Mais je pense que c'est des sujets, il faut en parler, quoi. Il faut en parler et on ne devrait pas criminaliser les gens qui amènent ça sur la table. Je le rappelle, il y a des femmes qui se battent pour l'enlever, ce truc. Et toi, Marie-Gwendoline, la France Insoumise, etc., féministe, antipatriarcale, etc., qui défend le droit de porter un truc absolument sexiste dans le sens où ça n'existe que pour les femmes, qui repose sur leur besoin de se cacher de la concupiscence des hommes et qui, de plus, ne peut être défendu en France que sur la base des droits de l'homme qui n'existent pas dans le pays d'origine de cette tradition, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde.
Alors je vois bien, on va dire islamophobe, etc., etc. Je suis désolé, quoi. Si vous considérez que le voile, c'est l'islam, ça, c'est votre problème. Mais moi, alors, dans ces cas-là, je comprends pas pourquoi je vois plein de musulmans qui ne portent pas le voile, en fait. Ouais, à la limite, vous pourriez dire que c'est voilophobe. Ça pourrait être correct. Parce qu'il y a des musulmans qui le disent, non, c'est une tradition. C'est des gens qui ont interprété la sourate qui dit ramenez sur vous vos grands voiles. Mais plein de musulmans disent non, c'est pas préconisé par l'islam. Donc quelque part, c'est pas islamophobe. Et de toute façon, islamophobe, ça veut dire avoir peur. Et à un moment ou à un autre, vous pouvez pas empêcher des gens d'avoir peur, ok ? C'est-à-dire que ce soit des araignées, que ce soit du vide, que ce soit de la foule, que ce soit d'une religion. Je veux dire, on pourrait être aussi communistophobe. Moi, j'ai peur des communistes, vous voyez. Avoir peur de quelque chose, ça ne veut pas vouloir dire forcément que vous voulez du mal aux gens. Et moi, effectivement, j'aimerais pas vivre dans un pays islamique, mais pas du tout. Parce que déjà, j'aime dessiner, vous voyez. Déjà, j'aime dessiner et je crois que la représentation des visages humains dans certains pays qui ont interprété le Coran en ce sens est interdite. Je veux dire, moi, je ne veux pas, en fait. Moi, j'aime dessiner. Je veux dessiner. J'aime voir les cheveux de ma femme. J'aime sentir le vent dans mes cheveux. Donc, je veux la même chose pour ma femme, en fait. Donc, j'ai le droit de, dans l'hypothèse voilà, si j'allais en vacances en Iran, j'irais pas en vacances en Iran, mais si on me disait, écoute, pour une raison X ou Y, tu vas au Pakistan ou en Iran, etc., avec ta femme et ta fille, j'aurais peur. Voilà. Mais à la limite, c'est de l'islamistophobie, quoi. C'est de l'islamismophobie, si vous voulez. Mais même si c'était de l'islamophobie, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Effectivement, que des gens ne mangent pas de porc, moi ça ne me fait pas peur, effectivement. Mais que des gens considèrent que les femmes ont des devoirs différents des hommes en matière de modestie, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète, c'est pas ma vision du monde en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Soyez raisonnables dans les commentaires s'il vous plaît. On prend pas feu. Écoutez, je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo. C'était long, c'était peut-être confus, comme souvent en ce moment. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, essayez quand même d'aborder un maximum de sujets avec un petit peu de retenue. Je pense qu'on a besoin d'aborder les choses comme des gens responsables, quoi, quelle que soit notre opinion. Allez, je vous souhaite le meilleur à tous. Ciao.